C'est pas la bonne. C'est pas la Écoute ton micro. Coupe le SM50. Ce qui est là, c'est ce qui. Bonjour. Alors, après la pause café, on va attaquer la partie sur l'innovation autour de l'intelligence artificielle. On en parle tous, hein, tout le monde en a parlé ce matin d'ailleurs, de l'innovation, de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, les dispositifs médicaux. Est-ce que ça va nous aider? Il y a des gens qui ont peur. Est-ce que ça va prendre la place des soignants ou est-ce que ça va être une aide? On va discuter de tout ça. Et pour ça, on a le plaisir d'avoir Lynn Farah, qui est présente. Elle est directrice des grands défis. Vous savez, il y a des grands projets sur les défis, et donc notamment des défis numériques en santé, bien vieillir, santé mentale. Lynn Farah va nous expliquer. Il va y avoir des appels AMI, c'est des appels à projets, appels à projets AMI, très importants qui vont être faits pour justement évaluer ces dispositifs. Et c'est très important de faire des évaluations pour voir le dispositif. Est-ce que c'est du gadget ou au contraire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va nous aider? Donc, Lynn, c'est à toi. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup Olivier, oui tout à fait. Donc comme le disait à juste titre Olivier, on a ces questions et ces interrogations sur l'usage de plus en plus important de l'intelligence artificielle en santé dans les soins, dans les parcours de soins, dans les parcours de vie des patients, des professionnels, même des aidants, avec cette question de savoir où est-ce qu'on en est actuellement dans l'évaluation des technologies de santé qu'on qualifie de dispositifs médicaux qui embarquent de l'intelligence artificielle, mais dans cette logique de pouvoir promouvoir des IA dignes de confiance pour les usagers, pour que ces solutions qui répondent à des usages puissent être adoptées par les utilisateurs. Donc dans ce cadre-là, comme disait Olivier, je pilote les grands défis du numérique en santé, notamment sur le numérique et le bien vieillir et le numérique en santé mentale. Et je suis également en charge des sujets relatifs à l'intelligence artificielle en santé au sein de la délégation au numérique en santé, qui est donc une délégation, une direction d'administration centrale au sein du ministère de la Santé et pour laquelle on travaille avec la Direction générale de la santé, notamment l'Agence du numérique en santé et la Direction générale de l'offre de soins, sur un des sujets qui nous intéresse, l'Artificial Intelligence Act, qui est donc le règlement européen d'intelligence artificielle, et sa promulgation là, depuis le mois de juillet dernier, sa mise en application pour les prochaines années, donc ce qui va nous concerner sur plusieurs enjeux relatifs à l'intégration de l'IA dans les parcours de soins. Ce que j'ai souhaité ici vous mettre un petit peu en exergue, c'est qu'il y a une augmentation croissante de l'évaluation de ces dispositifs médicaux qui embarquent de l'intelligence artificielle. Si on regarde un panorama de ce qui a été évalué et autorisé par la Food and Drug Administration aux États-Unis, on peut voir que, en 1995, on avait déjà quelques solutions d'IA, parce que l'IA, c'est quelque chose d'assez large qui va inclure des algorithmes d'intelligence artificielle dans lesquels on regroupe des algorithmes qui font de l'apprentissage machine et qu'on appelle le machine learning. Et parmi ce machine learning, donc, qui est de l'IA avec des statistiques, on va avoir une sous-composante du deep learning, donc de l'intelligence artificielle auquel on ajoute ces statistiques et auquel on ajoute un réseau de neurones qui va venir faire des inférences entre les données d'entrée. Par exemple, vous donnez des images de visage et vous demandez qu'ils soient reconnus. Avec le machine learning, vous devez avoir des données annotées qui vont permettre de dire si ce visage est reconnu
ou non, donc c'est par l'intervention humaine. Avec le deep learning, vous n'avez plus besoin de cette intervention humaine. Vous donnez à l'algorithme ces différentes images et vous demandez qu'il infère, qu'il crée des corrélations pour reconnaître ou non cette image. Bien, dans ce cadre-là, aux États-Unis, donc il y a ces dispositifs médicaux sur des données cumulatives entre 1995 et 2022, où on constate que maintenant, on avait à peu près en 2022 en nombre cumulé 500 dispositifs médicaux embarquant de l'IA qui ont été autorisés par la Food and Drug Administration. Et d'ailleurs, en 2024, sur les données que j'ai regardées récemment, on est maintenant à même plus de 1000 dispositifs médicaux embarquant de l'IA autorisés, mis sur le marché. Alors, sur quelle spécialité ? C'est un panel assez large où on va retrouver principalement la radiologie avec tout le scope de l'imagerie et l'oncologie, mais également la chirurgie, la psychiatrie, l'oncologie, et puis beaucoup de données justement dans le domaine de la gériatrie sur différents thèmes. J'ai vu que tout à l'heure, on avait une intervention sur la partie orale, en tout cas prise en charge orale de la personne âgée. Là, beaucoup d'outils justement dans le domaine dentaire utilisent de l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même un panorama très diversifié de ces spécialités qui sont impactées. Donc j'ai beaucoup évoqué le terme de dispositif médical embarquant de l'intelligence artificielle en début de présentation, mais qu'est-ce que ça inclut ? Ce que ici je vous ai fait apparaître à l'écran, c'est une extraction de 2 définitions que j'ai prises. La première, donc aux États-Unis, où ils sont un petit peu plus avancés sur ces évaluations et où ils qualifient de dispositifs médicaux s'appuyant sur de l'intelligence artificielle et du machine learning, tout type de technologie de santé et de logiciels en tant que dispositif médical qui doivent être destinés à traiter, diagnostiquer, guérir, atténuer ou prévenir des maladies ou d'autres affections. C'est une définition qui date de 2020 déjà par la FDA. En France, la Haute Autorité de Santé a aussi proposé dans son guide de 2023 une définition sur les dispositifs médicaux qu'il qualifie de embarquant de l'intelligence artificielle en tant que technologie de santé qui s'appuie sur des procédés d'apprentissage automatique. Donc vous voyez des similitudes sur l'ensemble de ces définitions où on revient à cette question de certes un apprentissage automatique ou automatisé, mais surtout de réponse aussi à ce besoin et ses finalités médicales. Dans les définitions qu'on associe, après avoir réalisé une enquête auprès de plusieurs panels d'experts au niveau international et de 30 personnes interrogées, il y a la différenciation sur la finalité d'usage, si cette IA est utilisée à destination des patients, des proches aidants, ou si cette IA est plutôt destinée pour les professionnels de santé, où on retrouve de l'aide au diagnostic, de l'aide à la prise en charge, de l'aide à la prescription, par exemple. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a également différents enjeux, dont l'enjeu de l'algorithme qui doit être soit verrouillé, donc une intelligence artificielle qui peut être développée sur un stade et de façon évolutive, et qui est figée à un temps T et mise sur le marché et proposée aux patients et aux professionnels. Et en parallèle, donc la question que se pose Gerke et al., c'est cette question des algorithmes adaptatifs évolutifs. Pour l'instant, on n'a aucune solution d'IA évolutive qui a été mise sur le marché et évaluée par une agence d'évaluation de technologie de santé, notamment en France. Mais se pose la question de ces algorithmes adaptatifs et évolutifs, comment les évaluer et quels seront les enjeux de demain sur ces évaluations. Donc, j'ai commencé à introduire ces notions d'enjeu. Ici, ce que je souhaitais mettre en exergue, peut-être, c'est la première étape, c'est l'enjeu de recherche et de développement sur ces intelligences artificielles qui doivent répondre à un besoin médical, de transparence aussi, un besoin et des enjeux éthiques, des enjeux d'efficacité et de sécurité, bien évidemment, et de transparence. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans le règlement d'intelligence artificielle, le règlement européen de l'Artificial Intelligence Act. Le deuxième enjeu, c'est la question des données. Alors, avec une importance de cette question des données, dans le cadre de nos travaux à la délégation au numérique en santé, on a effectivement lancé une consultation publique qui s'est terminée à peu près le 5 novembre dernier pour structurer une stratégie sur l'usage secondaire des données de santé, dans laquelle on retrouve l'importance de pouvoir avoir des données qualifiées, et notamment que ce soit d'un point de vue quantitatif, mais surtout qualitatif, d'un set de données qui permettent de faire des données d'entraînement initial de l'algorithme pour éviter les biais de ces outils d'intelligence artificielle. Le troisième enjeu, c'est celui du développement de ces modèles et de ces systèmes d'intelligence artificielle avec les notions de performance et de validation clinique et analytique. Le quatrième, et il en a été question dans les tables rondes précédentes, c'est le sujet de l'évaluation et de l'adoption, puisque l'idée, c'est de pouvoir à la fois évaluer avec un niveau de preuve suffisant pour
que les résultats puissent être utilisés par les professionnels et pour les patients. Et la question aussi de l'évaluation de la validité de la mise en œuvre dans la pratique quotidienne pour être conscient aussi que cette réponse aux questions et aux tests d'usage reste prépondérante. Et c'est pour ça qu'au tout début, je rappelais que dans ces enjeux, c'est de répondre à un besoin médical en prenant en compte les différents critères. Enfin, sur le dernier enjeu, c'est celui du suivi et de la maintenance, bien sûr, puisque je vous parlais des IA évolutives, des IA non verrouillées, et donc se pose la question de pouvoir évaluer dans le temps ces intelligences artificielles, les risques associés à l'utilisation de ces intelligences artificielles, et de pouvoir assurer la maintenance, que ce soit des IA verrouillées ou des IA évolutives, avec un processus d'évaluation continue peut-être pour ce type d'intelligence artificielle. Ce que je vous ai mis ici à l'écran, donc c'est issu d'une publication d'une Scoping Review de 2023, donc plutôt assez récente, mais avec des données entre 2018 et 2021 qui montrent les articles les plus cités dans le domaine du bien vieillir sur l'utilisation d'intelligence artificielle. Donc je vous parlais de machine learning et de deep learning. Il y a plusieurs typologies d'outils qui sont proposés, soit en s'appuyant sur des outils, des sensors connectés qui permettent de détecter le risque de chute chez la personne âgée, donc avec beaucoup d'applications, comme vous pouvez voir, au moins dans les 3 premières sur cette prédiction de risque de chute, mais aussi des dispositifs qui vont permettre de faire de la validation dans ce qu'on appelle le Natural Language Processing. Donc ce sont toutes les données en fait écrites, ou en tout cas rédigées, qui vont venir être analysées pour identifier les patients qui peuvent être à risque de chute, par exemple, mais dans les départements d'urgence, et venir faire une stratification du risque chez ces professionnels. Un autre exemple qui est issu d'un article un peu plus récent, donc de septembre de cette année, qui fait un peu le lien entre l'intégration de ce dispositif médical, donc différents dispositifs médicaux embarquant l'intelligence artificielle dans le diagnostic, le pronostic et le traitement d'Alzheimer, avec plusieurs propositions qui sont faites d'utiliser à la fois du deep learning dans la partie de détection, ensuite en utilisant des biomarqueurs protéomiques, génétiques, pour évaluer aussi, en associant à ces biomarqueurs, l'évaluation comportementale, cognitive du patient, et à travers des outils aussi de machine learning, proposer des classifications sur différents stades, en permettant peut-être à terme de faire de la prédiction, du pronostic, et voir peut-être aussi envisager de nouvelles modalités de traitement en stratifiant différemment les populations. C'est ce qu'on appelle aussi le digital phenotyping, donc une capacité à caractériser différemment les patients. Par rapport à l'ensemble de ces solutions que vous avez pu voir, qui sont en cours de développement et qui émergent et qui sont parfois utilisées en pratique clinique, on a en parallèle une réglementation qui structure au niveau européen, et je vous parlais de la réglementation sur l'IA avec l'AI Act. Son objectif, c'est de venir garantir que ces systèmes soient utilisés de manière à la fois éthique, sûre, mais aussi respectueuse des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà, on a en tête beaucoup de dérives, notamment avec nos collègues chinois qui peuvent avoir peut-être plus de mal à envisager cette réglementation sur le droit fondamental des citoyens de l'Union européenne. Mais toujours est-il qu'en Europe, on a souhaité renforcer aussi cet élément dans l'utilisation de ces outils. Alors qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Là, l'idée, c'est de créer une réglementation sur le produit, là, par exemple sur le produit de santé, qui va s'appliquer à toutes les étapes. Donc à la fois à la première étape de développement de l'algorithme d'intelligence artificielle jusqu'à la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation de ces outils. La différence, c'est qu'on va parler de niveau de risque, soit des IA à risque inacceptable dont l'usage va être complètement interdit, soit des IA à haut risque dans lesquelles on va retrouver les dispositifs médicaux embarquant de l'intelligence artificielle, et des IA à risque minimal ou absent dans lesquels ils sont autorisés sans forcément de restrictions. Et puis entre deux, on aura des intelligences artificielles qui vont être autorisées mais soumises à une obligation d'information et de transparence. Et là-dedans, on va retrouver des intelligences artificielles utilisées dans les soins, par exemple pour de l'orientation de soins aux urgences, pour une prise en charge ou pour une détection d'outils. Quand on regarde par exemple le dispositif OZOAI qui permet, avec cette oreille augmentée, de détecter des sons dans des chambres de personnes âgées et d'envoyer une alerte auprès des professionnels. Alors se pose la question, maintenant qu'on a cette régulation qui est en cours de structuration et pour laquelle on travaille au sein de groupes de travail au niveau national et européen actuellement, et qui se structurent là à la fin de cette année, qui vont commencer à se structurer, on a ce sujet de l'évaluation de la technologie, qui n'est donc pas une
part en tant que telle de la régulation et qui est une part par contre prépondérante pour pouvoir avoir confiance dans l'utilisation de ces outils. Alors je me suis posé la question de savoir quelles étaient les spécificités par rapport à n'importe quelle innovation et notamment les innovations numériques. Et il s'avère qu'on a des critères communs avec les autres dispositifs médicaux. Ça fait l'objet d'une publication dans le Artificial Intelligence in Medicine, un journal en 2023, pour, d'une part, voir qu'on a des critères communs sur l'efficacité clinique, la sécurité, mais aussi toutes les notions d'éthique, les critères économiques, donc les bénéfices potentiels qui peuvent être générés par l'utilisation de ces outils. Tout cela, c'est commun aux dispositifs médicaux qui sont des produits de santé au même titre que les dispositifs médicaux avec de l'IA. Pour les dispositifs médicaux numériques, on a pareil des critères qui sont communs à CDM embarquant de l'IA, qui vont être les questions de cybersécurité, les questions d'interopérabilité qui sont prépondérants pour pouvoir adopter la technologie puisqu'elle doit être au moins interopérable dans les systèmes d'information pour être utilisée en pratique clinique et des sujets relatifs aux données que je vous citais précédemment. Et donc sur la notion de spécificité de ces dispositifs médicaux avec de l'IA, donc cette deuxième publication m'a permis de travailler plus sur les critères spécifiques de performance, d'interprétabilité et d'explicabilité pour garantir un peu plus de transparence lorsqu'on utilise ces dispositifs médicaux avec de l'intelligence artificielle. Donc dans ce cadre-là, il y a toute une liste de critères, j'en ai cité quelques-uns, et auxquels on adjoint donc, en bleu les critères un peu plus spécifiques à ces outils d'intelligence artificielle, et notamment l'interprétabilité et l'explicabilité, pour venir garantir sur un critère plus éthique une IA de confiance. Et donc là, je vais faire un petit focus sur ces éléments-là, c'est-à-dire pouvoir, à travers cette revue systématique de littérature, on a pu identifier et sélectionner des études sur ces dispositifs médicaux embarquant de l'IA, déterminer les critères standards, que je vous citais un petit peu avant, les critères spécifiques à travers à peu près 7 guidelines de 8 pays et analyser la qualité des études pour pouvoir coter en 2 scores, un score sur la qualité plutôt des critères standards et un score sur la qualité des critères spécifiques à CDM embarquant l'intelligence artificielle. Donc dans ce cadre-là, ce que vous voyez apparaître, alors pour vous plutôt à la gauche de l'écran en vert, sur l'évaluation du score spécifique, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plusieurs critères sur le design de l'étude, les données qui sont optimisées, et la question de la performance du modèle et de l'évaluation du modèle en pratique clinique. Et dans l'évaluation du modèle en pratique clinique, seulement 23% des études complétaient ce score, dans lequel on retrouvait la notion d'interprétabilité et d'explicabilité. Sur la partie du Spider's Plot en bleu de l'écran, ce sont les critères standards. Et on a été très surpris de constater d'une part que seulement 9% des études, donc sur les 56 études évaluées, seulement 9% répertoriaient un critère de sécurité dans l'évaluation du dispositif médical embarquant de l'IA. Et de façon aussi surprenante, on s'attendait à ce que l'intelligence artificielle ait un impact sur les processus et l'impact organisationnel et sur les coûts. Et pourtant, seulement 36% des études avaient des données sur l'aspect organisationnel et 20% proposaient des données sur les coûts et l'évaluation économique. Et un élément qui nous a pas seulement surpris, mais aussi inquiété, c'est plutôt sur l'aspect éthique, donc sur le critère éthique d'usage de ces outils qui n'était retrouvé dans aucune étude, sur des études qui datent entre 2016 et 2021. Donc on s'est interrogé sur si ces critères ne sont pas évalués, peut-être se pose la question de comment les évaluer et quelles sont les méthodes d'évaluation de ces concepts. Sur la performance, c'est quelque chose qui est plutôt bien maîtrisé, l'évaluation de la fiabilité et des erreurs du modèle qui s'appuie sur un score et une mesure. En revanche, je vous ai parlé d'explicabilité et d'interprétabilité, et donc on s'est interrogé sur la question de à quoi ça correspond, et l'explicabilité du modèle, pour faire simple, ça répond à la question du comment. Comment est-ce que l'algorithme en est arrivé à ce résultat? Donc, quels sont les facteurs qui ont influencé l'algorithme et qui ont été pris en compte? Et c'est plutôt à destination des concepteurs de solutions. Là où l'interprétabilité, cette fois pas du modèle mais de l'explication, répond à la question du pourquoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rend compréhensible le résultat final qui est donné. Donc dans un outil d'aide à la décision qui dit que ce patient a 30 ou 50% de risque de chute, comment est-ce qu'on rend ce résultat compréhensible? Donc on diminue la charge mentale de l'utilisateur final, professionnel, patient, dans ce résultat. Donc se pose la question de savoir si ces critères sont pertinents ou non. Sur la performance, la question ne se pose pas. Bien sûr, il faut qu'il y ait une performance et une sécurité démontrées. Donc on a proposé un logigramme qui démontre qu'en partant de cette performance, est-ce qu'on doit avoir un outil qui est interprétable et ou explicable? La conclusion, c'est que l'interprétabilité doit être présente dans tous les cas, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé, un professionnel du vieillissement ou un patient, un proche aidant, doit être capable d'interpréter le résultat final qui est donné
par un dispositif médical embarquant de l'IA. En revanche, sur la question de l'interprétabilité, de l'explicabilité, là on se pose la question sur le niveau de risque associé au dispositif médical. Si le niveau de risque est faible, l'explicabilité n'est pas toujours pertinente ou n'est pas toujours indispensable. Et parfois, sur ces dispositifs d'ailleurs, même si elle n'est pas indispensable, elle peut être explicable comme ce qu'on dit by design. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui passe de question en question. Il est assez clairement facile, en tout cas, d'identifier ces éléments et les raisons qui font que l'algorithme est arrivé à ce résultat. Et sur les dispositifs médicaux à haut niveau de risque, notamment avec un impact sur la sécurité ou la morbimortalité pour les patients, là, l'explicabilité semble plus pertinente. Donc en conclusion, il y a plusieurs défis pour évaluer ces dispositifs, mais aussi pour les financer dans le cadre des parcours de soins, avec aussi ce nouveau règlement sur Artificial Intelligence Act, qui a une finalité qui est de promouvoir des IA dignes de confiance. Et justement, il y a plusieurs applications pour ces IA dignes de confiance qui sont en cours de développement et de validation pour mettre ces systèmes d'IA au service du bien vieillir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lynn. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu veux en dire un peu sur justement le mode de financement? Comment est-ce qu'on financerait un dispositif, je ne sais pas, une échographie qui fait le diagnostic tout seul? C'est l'hôpital qui l'achèterait? Ça serait pris en charge? Comment est-ce que tu vois les choses? Je parlais en début de présentation des différentes destinations et des finalités d'usage, plutôt à destination des professionnels ou plutôt à destination des patients. Finalement, ces financements vont différer en fonction du fait que c'est plutôt à usage par les établissements, par la ville, par les établissements sanitaires sociaux, médico-sociaux ou par les patients. Ensuite, le deuxième point peut-être, c'est de rappeler qu'il y a une certaine évolution de ces modes de financement. On n'est plus sur du financement du produit en tant que tel, ce n'est pas ce qui va nous intéresser, mais plutôt du financement mixte, donc du financement sur des parcours de soins sous mode de financement de forfait. On a en tête l'article 51 qui permet de tester des nouveaux modèles économiques pour financer plusieurs acteurs du parcours qui interviennent pour un patient sur un épisode de soins donnés, mais on a aussi des financements, ce qu'on appelle à la capitation. Donc on a fait une analyse internationale qui permet de voir que ces financements par patient sont associés à des financements à la qualité du soin, donc plutôt orientés sur la relation soignant-soigné, en ajoutant une enveloppe sur la qualité en plus de l'enveloppe sur le financement de l'épisode de soins associé. Bon, la plupart du temps, on retrouve aussi beaucoup de modalités de financement avec des ventes de licences directement auprès des établissements, des centrales d'achat, des groupements, peut-être des GC-SMS à terme, mais des GHT à minima, qui font que se pose la question d'un achat initial de la solution ou alors finalement un système de location, de vente de licences en nombre d'utilisateurs qui utilisent cette solution. Donc les modalités de financement sont assez diversifiées dans ce qui est proposé, mais ça va être du dispositif médical qui va être dans l'aide à la décision, notamment dans l'imagerie, plutôt associé à un acte médical aussi. En tout cas, actuellement, c'est un peu comme ça qu'il peut y avoir des modes de rémunération, ou alors des dispositifs utilisés directement par les patients, donc à usage individuel. Et là, dans ce cadre-là, ils doivent passer par des processus d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, du remboursement, en tout cas une demande de remboursement auprès des ministères. Et sur ça, plus spécifiquement, en tout cas, ça passe par un processus classique de droit commun, ou alors de la prise en charge anticipée, comme ce qu'il y a en Allemagne avec les DIGA, qui permet d'avoir une prise en charge en amont et qui permet, à horizon d'1 an, de finaliser les études pour faire de la prise en charge dans le droit commun dans une deuxième étape. Et en France, on a le pendant avec le PECAN, la prise en charge anticipée sur les outils numériques d'utilisation des dispositifs médicaux qui sont qualifiés de digital therapeutics, par exemple. Et tu dirais qu'en France, on se situe où par rapport à d'autres pays? On est plutôt dans le top ou plutôt dans le moyen ou en queue? Alors, je ne veux pas, du coup, casser des idées reçues, mais il s'avère que sur le numérique en santé, et souvent la prise en charge de ces dispositifs médicaux qui embarquent de l'IA sont inclus dans les prises en charge de ces dispositifs médicaux numériques, on va retrouver, moi j'ai fait le parallèle et j'ai comparé en fait dans les différents pays européens, on va retrouver l'Allemagne, la France et la Belgique qui sont les plus avancés sur ces sujets, et si on compare en volumétrie de marché, donc on a Allemagne, France, Belgique, et ensuite on va avoir les pays qui sont qualifiés de suiveurs, pardon. Donc typiquement si on prend l'Italie, qui va être au même titre que d'autres pays, plutôt en phase d'avancée sur ces phases de remboursement de ces dispositifs médicaux, mais qui n'arrivent pas au même stade que les trois premiers que j'ai cités. Et enfin, on a des pays qui sont
pas vraiment dans la phase de remboursement et de prise en charge, mais qui vont être dans ce qu'on appelle des pays certificateurs. Typiquement, si on regarde, c'est les Royaumes-Unis, le Portugal et l'Espagne qui se positionnent plutôt sur on va certifier nos outils, on va réguler, on va créer ce qu'on appelle des safety boards, donc tout l'univers de sécurisation. Et dans ces pays-là, voilà, on est plutôt sur des pays sur la régulation. Et la dernière catégorie qui sont des pays un peu plus retardataires sur ces sujets, beaucoup de pays de l'Est qu'on retrouve, et les pays nordiques sont plutôt dans les pays avancés, suiveurs, entre deux. Donc je dirais que la France, sur le versant européen, est plutôt bien positionnée, mais on va avoir de la compétition forcément au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, au niveau des pays asiatiques, la Corée du Sud, Singapour, et aussi au niveau de l'Australie et le Japon. Question. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Le concept de l'explicabilité est hyper intéressant parce que ça ne s'applique pas qu'à la santé, par exemple pour tout ce qu'on veut réguler au niveau de l'IA, par exemple sur le cinéma, sur d'autres sujets. On fait quand même face à des limites au niveau de l'explicabilité. Si on doit, par exemple, avoir affaire à des réseaux neuronaux, c'est beaucoup plus simple d'expliquer des réseaux de forêts aléatoires que des réseaux neuronaux où on est complètement limité. Qu'est-ce que vous utilisez pour vérifier l'explicabilité à ce moment-là? Et juste une deuxième petite question. Le mot IA est quand même assez souvent galvaudé, notamment dans les dispositifs médicaux parfois. Est-ce que dans l'AI Act, on a le procès inverse et on vérifie les entreprises qui disent utiliser de l'IA alors qu'elles n'en font pas forcément du tout l'usage? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Alors sur la première question, sur la mesure de l'interprétabilité et l'explicabilité, c'est le sujet de la slide. Donc sur cette slide-là, dans cet article, ce qu'on a proposé, c'est des méthodes de mesure d'explicabilité pour les modèles qui sont notamment peu explicables, donc un peu les black box. Et dedans, avec notamment des méthodes de Lime et de Shape que je n'ai pas voulu détailler ici pour entrer dans le détail, mais qui sont très utilisées dans d'autres domaines, et la défense, l'aéronautique ou même l'agriculture, et qui sont très peu utilisées dans le domaine de la santé. Donc on s'interroge sur le pourquoi de cette faible utilisation, avec du coup une classification en fonction du niveau d'explicabilité. Il y a des méthodes qui permettent de rendre explicables ces modèles qui ne le sont pas by design, comme on le disait précédemment avec votre exemple des arbres et des forêts aléatoires. Et donc dans ces méthodes de Shape ou de Lime, ça permet d'apporter de l'explicabilité a posteriori, là où on s'attend à en avoir sur les autres modèles plutôt a priori. Donc c'est des propositions qui s'appuient sur des choses existantes mais qui ne sont pas utilisées pour l'instant en santé et plutôt dans d'autres domaines. Et pour la deuxième question, alors c'était sur l'IA Act et notamment les définitions de ces systèmes d'IA et de s'assurer que les modèles d'IA sont vraiment de l'IA. Alors nous, c'est des enjeux qui nous intéressent. Alors on n'a pas pour l'instant sur ces sujets-là puisqu'ils ont plutôt des problématiques sur s'assurer du bon respect de cette réglementation, mais du respect futur de cette réglementation pour les systèmes qui se définissent en tant qu'IA. Et parfois, on a le pendant inverse, des systèmes qui sont des IA qui ne se définissent qu'en tant qu'algorithme pour passer sous le coup de la réglementation. Donc je dirais qu'on a ces deux enjeux qu'on est en train d'évaluer et pour lesquels on est encore en cours d'établissement des règles à ce stade. Merci beaucoup, Lynn, c'était passionnant et de toute façon, on aura plein d'autres sessions d'IA. Ouais, c'est les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Emmanuel. Merci. Donc, moi, j'ai la joie de présenter Romain Artico, qui est kinésithérapeute, qui a un poste de maître de conférence à l'université Paris-Saclay et qui s'intéresse aux exosquelettes. Donc, comme vous le savez, les exosquelettes se développent beaucoup, ils coûtent cher, ils ont probablement une place importante en gériatrie, ou du moins ils devraient avoir une place. Mais la première question à se poser pour un scientifique, c'est est-ce qu'ils sont acceptables pour les soignants? Est-ce qu'ils pourront être utilisés? Et Romain va peut-être pouvoir répondre à cette question. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Alors effectivement, c'est exactement la question qui s'est posée et que l'on s'est posée en tout cas avec le Gérondif à Paul Brousse, encadré donc par le professeur Duron, ici présente. On a essayé de comprendre quelle pouvait être la capacité chez les soignants d'accepter un outil comme les exosquelettes, mais aussi de savoir si c'était faisable
s'il y avait une notion d'acceptabilité de leur part, mais aussi si on pouvait l'implémenter dans un service. L'objectif, on va le voir, mais ça a été d'essayer de diminuer notamment l'apparition des TMS. Alors on va faire un petit cadre théorique au départ pour comprendre les TMS, pourquoi l'exosquelette, pourquoi chez les soignants, notamment en gériatrie, pourquoi on s'intéresse à ça. Et puis après, je vous présenterai un petit peu cette étude d'acceptabilité et de faisabilité. Alors le contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% des aides-soignants qui travaillent en gériatrie et qui ont été interrogés dans différentes études, là on en cite une, mais il y en a plusieurs, et nous on les a notamment réinterrogés à Paul Brousse, souffrent de troubles musculo-squelettiques et plus particulièrement de lombalgie. Lorsqu'on s'intéresse aux données, nous, qu'on a pu recueillir, on s'aperçoit qu'en moyenne, les aides-soignants, plus de la moitié des aides-soignants souffrent d'une lombalgie ou ont souffert d'une lombalgie ou d'une lombalgie et d'un autre trouble musculo-squelettique avec une douleur aiguë et ou chronique. Bon, on sait que ça amène pas mal de tensions dans les services de gériatrie, notamment parce qu'il va y avoir des arrêts de travail, des absences, et que l'ensemble de ces phénomènes cumulés font qu'au final, c'est le patient qui va en souffrir, puisque tout le système est mis sous tension. Bon, quand on s'intéresse au TMS, ici, les troubles musculo-squelettiques, on s'aperçoit qu'au centre ici de ce modèle-là, qui est présenté par l'INRS, on a les sollicitations biomécaniques. Alors, notamment sur la lombalgie, on pense au port de charge, on pense au transfert avec les patients, on pense à faire la toilette au lit, etc. Tout ça, c'est des sollicitations biomécaniques qui vont s'appliquer sur l'ensemble du corps, mais plus particulièrement sur le dos. Et la sursollicitation de ces contraintes, de ce dos, va entraîner potentiellement des douleurs. Mais on sait que ce n'est pas que ça. On sait que le trouble musculo-squelettique, c'est aussi des facteurs psychosociaux, du stress, de l'organisation du travail, et bien sûr une façon de se percevoir au sein de tout ça, une équation, ce qu'on appelle une équation personnelle, qui va, à un moment donné, faire ressortir un trouble musculo-squelettique et encore plus un arrêt de travail. Alors, quand on s'intéresse à prévenir les troubles musculo-squelettiques chez les soignants, on s'intéresse notamment à diminuer le port de charge et on a des aides qu'on peut appeler des aides techniques pour le soignant. Alors, on retrouve ici des aides comme le verticalisateur mobile. C'est un verticalisateur qu'on va pouvoir emmener au pied du lit du patient pour l'aider. On va avoir en fait un mécanisme ici de vérin qui va aider à verticaliser le patient, à le soulever. On retrouve aussi des phénomènes comme ça où c'est un lève-personne mobile qui ressemble beaucoup à celui-ci où le patient est sur rail. Et puis après, on a les draps de glisse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces aides facilitent les manutentions du patient, mais malheureusement ne sont pas très bien adoptées dans les services. Alors on s'intéresse à savoir pourquoi finalement ces aides qui pourraient diminuer les troubles musculo-squelettiques ne sont pas adoptées par les soignants. Et là, il y a des modèles, puis il y a aussi on les interroge aussi pour comprendre un peu ce qui se passe. Et globalement, ce qui revient, c'est une notion de manque de temps. Alors on l'a déjà entendu précédemment dans d'autres présentations. Manque de temps, l'inutilité du système. Alors souvent cette notion d'inutilité, c'est aussi parce que l'aide n'a pas été vraiment acceptée. Et puis on retrouve aussi parfois des problèmes de disponibilité, etc. etc. Lorsqu'on regarde les modèles un peu plus... Excusez-moi, je reviens à mon modèle. Excusez-moi. Voilà. Lorsqu'on s'intéresse à des modèles là, comme celui-ci, finalement, on se rend compte que l'acceptabilité d'un objet qui va pouvoir faciliter la vie des soignants, eh bien, ça va être un mélange de plusieurs notions. Des notions qui lui sont propres, comme le genre, l'âge, son expérience, sa volonté à utiliser l'objet. Et puis après, bien évidemment, des notions de performance espérée de l'outil, des efforts que ça va coûter pour l'utiliser, l'influence du milieu social. Est-ce que mon collègue soignant va me regarder bizarrement quand je l'utilise, ou il va me dire que ce n'est pas nécessaire, etc. Et à quel point c'est facile de l'utiliser, cet outil. Tout ça conduit
à finalement une capacité à utiliser l'outil. Et donc, à terme, bien sûr, à diminuer les troubles musculo-squelettiques, ici, quand on s'intéresse à des outils de manutention. Les exosquelettes. Les exosquelettes, c'est un outil d'assistance qui va permettre de faciliter un mouvement. Alors, on en retrouve de toutes sortes. Au départ, ce n'est pas dans la santé qu'ils ont commencé à exister, c'est dans les manutentions. Notamment, on les a retrouvés lorsqu'il fallait faire des perçages sur des voitures, lorsqu'on les montait, etc., sur des choses en série. On les a retrouvés sur des ports pour déplacer des objets lourds. Et en fait, on en a plusieurs types. Vous avez soit des types qui sont assistés d'un point de vue robotique. C'est souvent des exosquelettes qui vont être beaucoup plus lourds, beaucoup plus difficiles à installer, plus de formation. Et puis, mais par contre, qui vont pouvoir soulever beaucoup plus lourd et aider sur des tâches beaucoup plus intenses. Et puis, vous avez aussi des exosquelettes de type rappel, comme ceux-là, qui sont passifs. Pourquoi passifs? Parce qu'en fait, c'est des exosquelettes où il n'y a pas de motorisation. Mais par contre, c'est des exosquelettes qui vont faciliter, par exemple, le relevé, comme ça. Et puis, quand on va vouloir se pencher, ça va être plus dur, ça va retenir, et puis l'élastique va se tendre et il va aider à relever. Donc nous, on est parti vers des exosquelettes, en tout cas, on a choisi de tester ce type d'exosquelette-là, pour des raisons, déjà, c'est ceux qui étaient à disposition avec Gérondif, mais aussi pour des raisons de facilité d'usage. Je vous montre rapidement plusieurs tâches, juste pour vous montrer un petit peu pourquoi la lombalgie plus particulièrement et pas les épaules du soignant, etc. Peut-être parce qu'on s'aperçoit que ici, une tâche pour mettre une serviette de repas, c'est se pencher en avant. Biomécaniquement, il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand un soignant se penche comme ça de 30 degrés en avant, il y a des pressions exercées sur le disque qui sont multipliées par 5. Pareil, si on se met à soulever une charge dans ce contexte, comme tourner un patient lors d'une toilette au lit, à nouveau, on est penché en avant. Et dès qu'on se penche en avant, qu'on doit avoir une manutention dans cette position-là, bien sûr, les contraintes biomécaniques sont augmentées. Et puis, on se rend compte qu'il y a, en fait, finalement, énormément de tâches qui mettent en contrainte le dos des soignants, et que ce n'est pas étonnant qu'on retrouve la lombalgie chez le soignant en gériatrie, comme étant la cause d'arrêt de travail principal. À nouveau, d'autres tâches où on voit toujours pareil un angle de flexion en avant. Et peut-être une tâche qui est, en tout cas pour nous, les kinés, les soignants, symbolique de la gériatrie, qui est l'aide au transfert. Et là, vous voyez que la modélisation montre un sujet qui est très droit, mais on peut imaginer des moments où le soignant peut être amené à soulever un patient pour l'aider à effectuer un transfert lit-fauteuil, fauteuil-toilette ou des choses comme ça, avec beaucoup plus de contraintes biomécaniques sur le dos. Ici, c'est l'ensemble des facteurs qui vont permettre la facilitation de l'adoption d'un outil. Ce qui est intéressant, je vous montre cette image pour que vous puissiez voir qu'en fonction du lieu, hôpital, EHPAD, SIAD, eh bien, ce n'est pas finalement les mêmes éléments qui vont influencer l'adoption de la technologie ou de l'outil d'aide par les soignants. On va maintenant s'intéresser à cette étude d'acceptabilité et de faisabilité. Alors, voici les exosquelettes qu'on a testés. Vous avez ici l'exosquelette en haut en bleu qui s'appelle Every et en jaune ici qui s'appelle Apex. Donc, c'est les deux marques qui ont été testées. Pour tester l'acceptabilité, la faisabilité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre des tâches représentatives de leur métier, de les isoler dans le laboratoire et de leur faire, enfin en tout cas on ne l'a pas fait dans le laboratoire, on l'a fait dans le service, et de leur faire ces tâches-là avec et sans exosquelette. Donc un coup ils le faisaient sans l'exosquelette, puis après ils mettaient un premier exosquelette, puis après le deuxième exosquelette. Et en fait on a mesuré différents facteurs, comme donc la durée à faire la tâche, mais à quel point il était facile de faire la tâche, à quel point l'exosquelette était confortable, etc., etc.
Et puis après, on a fait une étude mixte. Nous avons interrogé les soignants avec donc un entretien semi-directif et on leur demandait, on a essayé de savoir qu'est-ce qui pouvait déterminer à quel point ils pourraient adopter ou non cet exosquelette. Les résultats. Les résultats, c'est en quantitatif, on va aller rapidement sur ce qui nous intéresse. En quantitatif, c'est globalement pas de différence significative en termes de temps sur les tâches entre E0, c'est finalement pas d'exosquelette, E1, c'est le premier modèle, et E2, c'est le deuxième modèle. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence significative sur les tâches réalisées entre sans exosquelette et avec les exosquelettes. Donc globalement, ça veut dire que l'exosquelette, une fois qu'il est installé, finalement ne ralentissait pas la fonction, le travail, les tâches que pouvaient avoir à faire les aides-soignants. Si vous regardez d'ailleurs, c'est pas significatif, hein, mais si vous regardez les résultats, finalement, ils étaient plus rapides à faire les tâches d'assis debout, les squats, les déplacer une charge de 5 kg, faire une rotation, etc. Toutes ces tâches-là qu'on leur a proposé de faire, finalement, si vous regardez bien, ils étaient plus rapides avec l'exosquelette. Donc on se dit que potentiellement, il y a un avantage d'utiliser l'outil. Et lorsqu'on s'intéresse à leur avis sur les facteurs d'acceptabilité, eh bien en fait, c'est intéressant parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est la facilité d'utilisation perçue. Et je vous rapporte quelques verbatims. Certaines aides-soignantes qui disent « je veux ça dans mon service, je ne peux plus travailler sans ça, j'en ai vraiment besoin, ça va nous aider, etc. etc. » Mais enfin, il faudrait déjà le porter sur soi. Est-ce que c'est possible de le porter toute la journée ? Il nous faudrait une formation. Une formation, c'est important parce qu'il faut qu'on soit capable de l'installer nous-mêmes, il faut qu'on soit capable de le mettre, etc. etc. Ce premier extrait-là, il est intéressant parce que ça a été globalement, à chaque fois, les mêmes réactions. C'est vraiment génial parce que je peux faire la tâche, soulever une charge, me déplacer avec beaucoup plus facilement. Je sens que je ne force pas sur mon dos. C'est agréable. Et puis tout de suite après, c'est « Ah oui, mais si je dois le mettre tous les jours, est-ce que quelqu'un va m'installer ? Est-ce que je peux l'installer moi-même ? Est-ce que je vais être formé ? Est-ce que c'est acceptable par le patient ? Ça revient ici, par exemple. Ça ne doit pas rebuter le patient. Est-ce que quand il va me voir arriver avec mon exosquelette, il ne va pas avoir peur ? Est-ce que il ne va pas se dire que je ne suis pas moi-même solide si j'utilise ce genre d'outil ? Il y en a certaines qui ont dit « Tant que ça soulage, tout passe, on accepte tout ». Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre que derrière, on a essayé de l'implémenter un peu plus dans le service avec le chef du service. Et finalement, même si ça avait été très accepté sur l'étude, très faisable, parce que finalement, elles pouvaient le mettre et réaliser toutes leurs tâches, ce qui est ressorti, c'est que finalement, la facilité d'utilisation, être formé était indispensable, que ça devait être conforme, que ça devait soulager. Très important pour les soignants, pas d'obligation. Si c'est imposé par la direction, imposé par une cadre de service, ça serait plutôt rejeté. Et surtout que ça ne devait pas rebuter le patient. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que même s'il y a une facilité dans le fait de réaliser les tâches, même si l'outil les aide énormément, elles étaient plus rapides, etc. Globalement, lorsqu'on essaie de l'implémenter dans le service, ce qui va compter, ça va être plus des facteurs sociaux, des facteurs d'interaction avec le patient et une facilité d'utilisation. À quel point moi je peux arriver et le mettre comme une blouse ? Est-ce que c'est aussi facile que ça ? Si oui, alors ça va plutôt être facilement adopté. Et si finalement c'est non, ça sera plus difficile à adopter, même si c'est l'outil merveilleux qui m'aide énormément et qui soulage mon dos. Donc voilà, c'est un petit peu les conclusions de cette étude. Je vous remercie. Merci Romain, et puis un grand merci au gérondif qui nous a prêté les exosquelettes. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Non. Alors moi j'ai juste... S'il y a une question ? Oui, bonjour. Je voulais savoir sur combien de professionnels cela a été testé, s'il vous plaît. Oui, on a testé ça sur une dizaine de professionnels.
c'est pas énorme, mais comme c'est une étude de faisabilité, c'était une équipe en fait. D'autres questions? Il y a une différence entre les hommes et les femmes pour l'acceptabilité? Globalement, on n'a pas testé ça parce qu'il n'y avait qu'un seul homme dans l'équipe. Donc on ne pouvait pas Et la parité, alors? Donc on n'a pas pu le tester statistiquement. Mais ce qui est revenu, c'est que c'était les mêmes remarques qu'il nous a fait globalement. Facilité d'utilisation. Bonjour. Est-ce que vous avez une idée du coût d'un exosquelette tel que ceux que vous avez présentés? Je les avais à l'époque où c'est 1000, 10 000, 100 000, dites. Il me semble que ça tourne entre, je dirais, 1000 et... C'est plus très cher. Tous ceux qui sont non motorisés sont de moins en moins chers. 1500, 1700, c'est... 1700 pour un bout d'élastique, c'est cher quand même. 1700 pour de l'élastique, c'est cher. Non, enfin, oui, c'est de l'élastique, mais enfin, un peu... Je taquine. C'est de la provocation. Si, les motorisés, c'est encore très cher. On est plutôt... Enfin, au Japon, il y a des modèles qui sont plutôt aux alentours de 18 000, 20 000 euros. Et qui ne sont pas forcément utilisés. En fait, ils sont souvent... quand on se balade dans des EHPAD au Japon, on nous en présente à chaque fois, mais en réalité, quand on creuse un peu, ils sont là en exposition pour du marketing, quand il y a des visites de famille. Et en fait, on s'aperçoit que les professionnels ne les utilisent pas pour la bonne et simple raison qu'il faut les recharger régulièrement. Donc, ils n'ont pas encore des grosses capacités de stockage de l'énergie, ce qui fait qu'avec nos systèmes en 24 heures, c'est rarement utilisé. Donc, c'est comme les lave-malades sur rail. Enfin, les lave-malades mobiles, hein, quand on en a besoin, ils sont au placard, on ne les sort pas et ça ne sert à rien. Les rails sont peu utilisés, ils sont en panne souvent. Et en plus, ils sont très effrayants. Il suffit soi-même de l'essayer en n'ayant pas encore de troubles cognitifs. Et c'est très impressionnant. C'est une expérience à faire. Donc, les exosquelettes les plus simples, qui sont dits, entre guillemets, passifs, sont pas si mal que ça. Et puis, ils vous obligent à bien positionner votre dos, à pas faire de faux mouvements. C'est pas si mal. Et c'est peut-être, si je peux me permettre, eux qui ont la capacité d'acceptabilité par les équipes. Et oui, parce que c'est les plus faciles à installer, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment déterminant pour eux. Qu'ils puissent le mettre facilement en arrivant le matin, c'est ça serait vraiment l'idéal. Qu'ils puissent le mettre facilement le matin, l'enlever pour une pause, le remettre pour une toilette. Et voilà, c'est vraiment ça qui va être déterminant. Bonjour, justement, j'ai une question par rapport à la mise en place des exosquelettes. Je voudrais savoir combien de temps faut-il pour installer l'exosquelette et est-ce qu'il y a, en fonction de la morphologie des soignants, une capacité d'adaptation? Tout à fait. Voilà. Alors, combien de temps l'habillage? Alors, l'habillage, vous voulez la première fois ou au bout d'un... Oui, la première fois, combien de temps? La première fois, ça peut être 20 minutes. Donc, c'est énorme. Voilà. Mais avec de l'entraînement, nous, à force de les avoir mis, on était capable de le mettre sur nous-mêmes en 5 minutes à peine. Et puis, en les aidant, ça pouvait se faire aussi facilement. Mais eux tout seuls, si on leur met comme ça, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il nous faut une formation. Si on leur laisse le mettre eux-mêmes, c'est 20 minutes. Mais après, avec un petit peu d'habitude, c'est beaucoup plus rapide. Et concernant la taille des modèles, c'est comme des habits. Il y a du M, du L et du... voilà, c'est pareil. Et autre question pratique, là, les soignants ont enfilé l'exosquelette et ont réalisé les tâches que vous aviez prévues. Mais est-ce que vous avez utilisé les exosquelettes avec les patients? Parce que c'est quand même évoqué la peur des patients vis-à-vis de ça. Et c'était pour savoir un peu quel était le retour des patients par rapport à ces exosquelettes, en fait. Alors, personnellement, moi, oui, en tant que kiné. Mais certainement pas dans le cadre de la recherche, parce que ce n'était pas du tout les mêmes assurances. Et en tant que kiné, parce que ça veut dire que vous l'utilisez quand vous faites vos séances de rééducation avec les patients? Moi, ça m'est arrivé, j'en ai profité pour le faire. Et la question, c'est de savoir si c'est confortable, si c'est utilisable, etc. Non, plutôt le côté du patient, pas pour vous, mais le patient, comment il le perçoit. Ah, alors moi, j'ai systématiquement mis sous ma blouse. Pourquoi? Je ne pourrais pas vous dire. C'était vraiment là, on était vraiment dans le soin, dans la clinique, dans mon choix de clinicien. Tout simplement parce que j'avais pas forcément
envie que le patient me voit harnaché, ça prend, ça déforme, je trouve, pas mal le soignant. Donc je trouvais que c'était pas très beau visuellement et peut-être potentiellement moins bien accepté par le patient, mais j'ai pas testé la différence. Donc c'est vraiment intuitivement que je vous réponds. Merci. Et il y a des règles d'hygiène quand on passe d'un patient à un autre. Alors, il faut le nettoyer. Alors oui, il y a automatiquement des sprays à mettre, etc. Entre les patients, oui, mais surtout entre les soignants. Parce que on n'a pas forcément les moyens d'avoir un exosquelette par soignant. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il est enlevé, il faut le... Est-ce que tu penses que tu aurais eu d'autres résultats dans un SIAD, que ça aurait été plus accepté ou Oui, alors, merci pour la question, c'est une vraiment très bonne question. Au départ, je ne pensais pas. Je ne l'ai pas fait en SIAD, mais au départ, je ne pensais pas. Et quand on a encadré ces études-là, on a fait un cadre théorique et on a vu qu'effectivement, les attentes des soignants en fonction de... là, on l'a fait dans un SSR à l'hôpital, mais en fonction du lieu, EHPAD, SSR, SIAD étaient différents. A priori, à l'hôpital, les attentes en termes d'aide biomécanique sont beaucoup plus fortes que dans les EHPAD et encore moins dans les SIAD, excusez-moi. Donc c'est dégressif. Je dirais, je pense que dans un SIAD, ça serait peut-être plus difficile parce que les attentes sont moins fortes, et alors que à l'hôpital, elles sont vraiment en attente de soulagement de charge, j'ai l'impression. Très bien. Bien, merci beaucoup, Romain. Si personne n'a plus de questions, on va dire merci à tout le monde. J'espère que vous avez appris des choses sur cette journée. J'allais introduire ton discours. Moi, j'ai trouvé ça super. Il n'y a pas beaucoup de réunions où on parle à la fois d'intelligence artificielle, à la fois de la méthode Montessori, à la fois de tout ce qu'on a vu, les biomarqueurs, le centre de preuve de la CNSA. Enfin, on a vraiment fait une vue vraiment holistique de la gérontologie, de la gériatrie. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je voulais que toutes les personnes de Gérondif se lèvent, parce qu'on va les applaudir très fort. Levez-vous. Voilà, on a la chance d'avoir une super équipe à Gérondif qui a beaucoup travaillé, qui travaille tout le temps beaucoup et qui a beaucoup travaillé pour cette réunion. Donc merci à tous. Et puis merci de votre présence. Et puis à l'année prochaine pour la 7e journée scientifique de Gérondif. Merci beaucoup.